Salut à tous, bienvenue pour ce deuxième Face à Pierrot de la semaine du 8 mai 2025. Face à Pierrot suite à la brillante qualification du PSG hier soir. La première question de la semaine est de Guillaume Alicia qui me dit « Le fait que le but à l'extérieur soit supprimé en Ligue des Champions nous a-t-il permis d'assister à cette magnifique demi-finale Inter-Barcelone ?» Non, puisque ça avait fait 3-3 au match aller et qu'il y avait 3-3 au match retour, qu'il y a eu prolongation. Donc de toute façon, même avec les buts marqués à l'extérieur qui comptent les doubles, sachant que c'est le Barça qui a mené au score en fin de match, ça aurait fait la même chose. Tout ce que je vois, c'est que ce changement de règle n'a pas nui à l'intérêt des matchs, ce qui est déjà est une bonne chose. Maintenant, encore une fois, je trouve que lorsque tu fais un match aller à Barcelone et que tu fais 3-3 et qu'en fait on te dit voilà 3-3 c'est comme 0-0, tout repart à 0 au match retour, je trouve pas ça hyper logique. Arkman 07 me dit vous aviez précisé qu'on assistait à un match de légende, beaucoup ont partagé le même ressenti. Or, en ouvrant le journal de l'équipe ce matin, j'ai été désagréablement surpris que la note de Inter-Barça soit 5 au lieu de 6. Comprenez-vous cette note de 5? Alors, je pense que tu parles de la note du match. Oui, je pense que si tu mets pas 6 étoiles à ce genre de match, ça devient très compliqué. Après, tu sais, ça fait toujours connaisseur d'être un petit peu plus le oui mais fait toujours plus connaisseur que le oui enthousiaste. Ce sont des mauvais réflexes journalistiques. Alex Nissa du 06 me dit nouveau match monumental de Donnarumma hier face à Arsenal, qui est enfin le gardien décisif qu'on attendait de lui en C1. Donnarumma avait-il besoin de l'expérience des années passées pour briller cette année, car quand il était arrivé au PSG, il n'avait jamais joué la C1. Ouais, il avait jamais joué la C1, mais il avait été champion d'Europe avec l'Italie en faisant un tournoi monstrueux, notamment la finale. Donc, tu sais, je vais encore faire une référence à Strasbourg, mais quand je vois comment se comporte cette équipe de Strasbourg avec une équipe de 21 ans de moyenne d'âge, je me dis que l'expérience, c'est un peu comme Charles Barkley quand on lui parlait de la pression et qui répondait la pression c'est ce qu'on met dans les pneus. J'ai l'impression que l'expérience c'est toujours une tarte à la crème qui permet d'expliquer les mauvaises prestations. Voilà, je pense que il y a quelques petites choses, notamment évidemment l'incident de Real PSG avec la charge de Benzema, qui lui ont fait perdre confiance et peut-être plus longtemps que ce qu'on croyait. Et puis n'oublions pas que contre Liverpool, sur le but de Liverpool au Parc, il a vraiment la main molle. Et c'est depuis ce match-là qu'il a pris une autre dimension. Et tant mieux pour le PSG. Après, encore une fois, je trouve que c'est un gardien extrêmement paradoxal. C'est-à-dire qu'il est très faible sur les ballons aériens alors qu'il fait 50 mètres de haut. Et il est exceptionnel sur sa ligne alors qu'il est quand même grand et lourd. Donc voilà, c'est un paradoxe. Mais c'est un bon paradoxe pour le PSG. Alex Nissa du 06. Simone Inzaghi a des résultats depuis des années, que ce soit à la Lazio ou l'Inter, mais pourtant on ne parle que très peu de lui. Est-il victime du fait que le championnat italien est moins regardé qu'il y a 15-20 ans? Oui, certainement. Certainement, moi j'avoue qu'il me fait beaucoup marrer avec ce côté lapin du Racel sur le banc de touche. Après, ce qui est sûr, c'est qu'il tire 100% de la qualité de ses équipes, et ça fait vraiment c'est vraiment le signe d'un super coach. François Bréhin me dit Sommer et Donnarumma ont été magistraux sur ces demi-finales. Peut-on s'attendre à ce que la finale se joue en grande partie sur celui des deux gardiens et à qui sortira le plus de parades extraordinaires? Oui, Sommer a été extraordinaire, mais n'oublions quand même pas qu'il a encaissé 3 buts. 3 buts sur lesquels il est absolument pas responsable, mais il a quand même encaissé 3 buts. Mais bon, de toute façon, il est évident, et si on se souvient de la finale de l'année dernière, Dortmund-Real, moi je veux bien qu'on nous bassine avec le nombre incroyable du Real en finale de Ligue des Champions, mais enfin, s'il gagne l'année dernière, c'est en grande partie grâce au match de Courtois. Donc effectivement, un grand gardien est quelque chose d'extraordinairement important dans ce genre de moment.
Guillaume Alicia me dit, en cas de sanction pour l'OL, la 8e place peut-elle être importante pour l'Europe? Attention, hein, si l'OL venait à être rétrogradé en Ligue 2 sur le plan financier, ça ne voudrait pas dire que l'OL serait interdit de jouer la Coupe d'Europe. Hein. Rappelons-nous, quand Marseille avait été relégué après l'affaire VAOM, ils avaient joué la Coupe d'Europe en étant en Ligue 2. Donc non, la 8e place en aucun cas ne peut libérer une place européenne. Yvous me dit, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais l'excellente prestation du PSG en Ligue des Champions facilite-t-elle ne serait-ce qu'un brin le droit télé pour la saison prochaine? Il semblerait y avoir une attractivité croissante vis-à-vis du PSG, y compris à l'étranger. Alors là, attractivité croissante, je suis pas sûr, parce que quand t'avais Neymar, t'avais tout le Brésil qui voulait retransmettre la Ligue 1. Quand il y avait Messi, toute l'Argentine et même une partie de l'Espagne voulait voir la Ligue 1. Ouais, le Portugal doit certainement être très intéressé, mais je suis pas certain que le montant des droits portugais soit extrêmement important dans ce genre de débat. Je suis pas certain, d'autant plus que le PSG a joué 8, 2, 14, 16. Avec la finale, ça fera 17 matchs de Coupe d'Europe. Donc les équipes étrangères qui sont attirées par le PSG et qui sont attirées par le PSG par la Coupe d'Europe ont 17 matchs de Coupe d'Europe à regarder avec Paris. Donc je suis pas certain que ça apporte quoi que ce soit au droit télé français. Alex Penon me dit, au moment de choisir tes questions, si on t'interroge beaucoup sur l'actualité et les goûts, et tes goûts comme le tennis ou Strasbourg, as-tu des préférences de sujets, ou au contraire, est-ce que tu évites de sélectionner car tabou ou trop risqué, comme par exemple la politique ou la religion? Écoute, je crois que j'ai prouvé que j'avais pas trop de tabou, mis à part de ne pas parler de mes enfants parce que c'est un choix. Non. J'ai effectivement pas mal de questions de tennis parce que les gens savent que j'adore ça et puis que je m'y connais plutôt. Beaucoup de questions sur Strasbourg, mais aussi parce que Strasbourg a été beaucoup plus dans l'actualité cette année que les années précédentes, avec d'abord Blouko et toutes les polémiques autour de la multipropriété, puis aujourd'hui et depuis 2025 avec les résultats extraordinaires du club, puisque, rappelons-le, en 2025, Strasbourg est l'équipe de Ligue 1 qui a pris le plus de points avec 40 points, Paris 38. Donc oui, j'ai énormément de questions sur Strasbourg et sur l'avenir de Strasbourg, le recrutement, la saison prochaine, le budget, tout ça. Et je les prends pas toutes parce que sinon on me taxerait de faire un spécial Strasbourg à chaque fois. Sinon j'ai évidemment toujours ma flopée de questions sur Paris, sur Lyon, sur Marseille, qui sont quand même, faut le reconnaître, de très loin les clubs qui intéressent le plus les gens. Et puis non, je n'ai pas de questions de tabou. Alors, je peux répondre parfois à des questions sur la politique, même si j'ai encore une fois pas très envie de jouer le quelconque rôle à ce niveau-là, parce que j'estime que je n'ai pas de légitimité. J'ai une opinion, on me la demande parce que c'est ma chaîne, mes émissions, donc je la donne. Mais bon, ça va pas plus loin. Quant à la religion, c'est quand même quelque chose qui m'intéresse assez peu. Nico Damerjuir me dit, beaucoup de bruit de couloir sur Cherki en ce moment. Quel serait le meilleur choix pour toi selon lui? J'ai envie de dire, si financièrement c'était possible, le meilleur choix c'est de rester à Lyon, parce qu'il est vraiment dans le cocon qui lui permet d'exprimer le mieux ses qualités. C'est un cocon où il peut donner libre cours à son inventivité, et c'est un cocon où on lui pardonne aussi parfois de rater certains matchs, comme le dernier contre Lens par exemple. Sinon, je l'inciterais à choisir un club où il aurait vraiment l'assurance d'avoir un temps de jeu conséquent, et pas un club où il se retrouverait en concurrence et faisant partie d'une rotation type PSG, voire Liverpool. Je pense que il faut pas non plus placer la barre trop haute. Je pense que Dortmund serait peut-être une bonne solution pour lui, ou Tottenham, voilà, des clubs où on recrutait Ryan Cherki pour être un vrai plus dans l'équipe et pas un joueur de plus. François Bréhin me dit, certains billets pour la demi-finale retour du PSG étaient en vente jusqu'à 6 000 € sur la plateforme de revente du PSG. Ne penses-tu pas qu'on devrait mettre en place des billets nominatifs non revendables afin d'éviter tous ces gens qui en profitent pour se faire de l'argent?
Et tu sais, quand tu achètes des places à l'avance, quand tu es abonné, il y a les aléas de la vie. Hein. Tu peux avoir la grippe, tu peux avoir ton gosse qui est malade, tu peux avoir un gros problème professionnel, un gros problème de santé dans ta famille qui font que tu peux pas aller au stade. Donc je trouve cette idée des plateformes de revente pas inintéressante. En plus, c'est lucratif pour le club qui, pour le coup, prend une commission sur les ventes. Et puis en plus, ça évite le marché noir et les arnaques qu'il peut y avoir. Après, c'est toujours pareil, hein. Si tu trouves des gens assez cons pour mettre 6000 balles pour aller voir un match de foot, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Puis j'aime pas les sociétés qui veulent tout interdire, tout réglementer, voilà. C'est du business, c'est de l'argent privé, les gens font ce qu'ils veulent. Alex Penon me dit, la saison approchant à sa fin, penses-tu à des évolutions pour ta chaîne la saison prochaine, lorsqu'on sait que sur ce type de chaîne, l'innovation et le renouvellement sont primordiales? As-tu des idées de compléments pour tes Face à Pierrot qui reste le contenu phare? J'aimerais bien que tu me donnes des idées, hein, que vous me donniez des idées, si vous voulez, pour des améliorations pour ma chaîne. Alors encore une fois, ce ne sera pas des commentaires en live des matchs, parce que j'aime pas ça, parce que j'aime pas trop parler pendant les matchs, parce que si tu parles tout le temps, bah t'analyses pas le match pareil que si tu es concentré sur ce que tu regardes. Des lives, ouais, depuis le temps que j'en parle, ce serait bien que j'essaie une fois qu'avec Manu on fasse des tests pour voir si ça fonctionne. Après, si vous voulez, c'est vrai que plus ça va, plus j'ai du travail avec cette chaîne. Déjà, bah, avec ces 2 sessions de Face à Pierrot par semaine, la multiplicité des matchs entre la Coupe d'Europe, la Ligue 1, ça me prend déjà énormément de temps, ne serait-ce que de temps de visionnage de match. C'est pas le temps que ça me met d'enregistrer les vidéos, mais plutôt le temps de regarder les matchs. Et je vous cache pas qu'il y a des fois, j'aimerais mieux aller me promener que de regarder Nice-Rennes par exemple, Nice-Reims par exemple. Hein. C'est un exemple comme un autre. Hein. Faut pas que les Niçois et les Rémois ils voient une quelconque attaque personnelle, mais bon, il y a des matchs parfois. Même Nantes-Angers, si j'avais pu en faire l'économie, j'en aurais fait l'économie. Mais voilà, c'est un effort. La chaîne fonctionne bien, le nombre d'abonnés augmente. Si à un moment donné, je vois que ça tend à se raréfier, peut-être que je ferai d'autres choses. Mais alors, si vous avez des idées, je suis preneur. Regarde, il y a des mecs qui m'ont suggéré de faire les notes de PSG Arsenal. Je l'ai fait. Là, les notes pour les grands matchs peut être effectivement une idée en plus. Guillaume Aïssia me dit, comment expliques-tu le bilan à domicile du Racing Club de Lens qui contraste avec celui de l'extérieur, qui pourrait être le meilleur du club si Lens prend un point à Toulouse? Bah, t'as le prototype d'une équipe qui est obligée de faire le jeu lorsqu'elle est à domicile et qu'elle est poussée par son incroyable public, et puis une équipe qui, à l'extérieur, se concentre avant tout sur son jeu défensif. Ce qui est étonnant, c'est qu'encore une fois, la défense de Lens a été dépecée au mercato d'hiver. Et malgré ça, la défense reste le point fort. Le Matthew Ryan dans les buts s'avère être un gardien d'un niveau intéressant. Medina, même si malheureusement on va partir, est évidemment l'âme de cette équipe. Hein. Il n'était pas là contre Auxerre, Lens en a pris 4, il était là à Lens, Lens a gagné. Mais effectivement, quand tu n'as pas à faire le jeu pour des équipes comme Lens, avec les qualités qu'ils ont, c'est évidemment tout de suite plus facile. Pascal du 82 me dit, pensiez-vous que cette rubrique Face à Pierrot allait aussi bien fonctionner? Vous rappelez-vous de la toute première? Bah, la toute première, c'est qu'en fait, ce Face à Pierrot est un recyclage du Pierrot Face Cam que je faisais le lundi en fin de matinée à Canal. Donc j'ai pas effectivement de souvenirs précis du Face à Pierrot, du premier Face à Pierrot sur cette chaîne. En gros, ça fait 50 000 vues toutes les sessions et c'est vraiment super et merci pour ça.